Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Et on va peut-être attendre encore quelques secondes pour être sûr que tout le monde puisse se connecter. En fait, je ne vois pas qui se connecte, hein, donc je ne sais pas si... Shakib, est-ce que tu... Ton micro est coupé, Shakib, du coup. Mais bon. Non, là, pour l'instant, je ne vois Oui, je personne. crois qu'on ne voit pas, en fait, hein, si les gens sont connectés ou non. Donc, bon, si tu peux repasser le document, Oui. on va commencer. Voilà. Merci, Shakib. Bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les prix de transfert. C'est un sujet d'actualité qui concerne la plupart des pays. On a donc choisi de faire un focus sur les réglementations qui s'appliquent tant en France qu'au Maroc pour essayer de voir un petit peu si on travaille de la même manière et comment aider donc nos entreprises qui peuvent être installées aussi bien en France qu'en Maroc ou qui ont un projet d'installation dans ces deux pays. Alors, sujet d'actualité, bien sûr, puisque en France, les contrôles fiscaux s'intensifient sur ce sujet. On a, en fait, c'est la deuxième ressource de l'État français après la TVA. On a donc des contrôles qui s'intensifient aussi bien sur les grandes entreprises qui sont soumises à une obligation documentaire, mais surtout les petites, moyennes entreprises qui sont aussi visées par ces contrôles. Alors, pour vous présenter nos intervenants aujourd'hui, donc pour Baker Tilly Maroc, nous avons Shakib Zahari qui est Managing Partner de Baker Tilly Maroc. Et puis, nous avons Imen Benabou qui est directeur fiscal. Ensuite, moi-même, Corinne Lecoq, qui suis associée fiscaliste du cabinet d'avocats Horatio. Donc, nous sommes dans le groupe Baker Tilly Strego, évidemment, et nous sommes référents pour la France pour le réseau Baker Tilly. Donc voilà, on va directement et rapidement balayer les différents sujets que l'on va voir ensemble. Donc, on va faire une rapide présentation du réseau Baker Tilly et de nos structures Horatio et Baker Tilly Maroc. Ensuite, on insistera sur l'enjeu de cette question de prix de transfert pour nos deux pays. Quand est-ce qu'on est dans le champ d'application avec la notion d'entreprise liée? C'est important et il faut le vérifier au préalable. Rappeler quand la documentation est obligatoire, pour qui et comment on doit la fournir, dans quel délai, quelles peuvent être les sanctions. Ça sera l'occasion donc de préciser les enjeux avec vous. On aura aussi donc un petit schéma pour exposer un petit peu la méthode de travail sur les prix de transfert et si on a le temps, un rappel des obligations, enfin du contenu des obligations documentaires avant que vous puissiez poser vos questions. Alors tout de suite, pour ne pas perdre de temps, sachant qu'on s'accorde pour notre exposé à peu près 45 minutes et vous aurez ensuite un temps de questions, évidemment, d'échange avec nous par écrit en fait. Hein. On pourra voir dans la conversation les questions que vous nous posez. Donc rapidement, le réseau Baker Tilly International, donc c'est un réseau mondial qui a 742 bureaux dans 146 territoires, avec donc 122 firmes qui sont membres. Ça représente donc plus de 36 000 personnes. C'est vraiment un atout pour chacun d'entre nous, puisqu'on sait, grâce à ce réseau, que l'on peut accompagner nos clients aussi bien dans nos pays que par rapport à leurs projets dans tous les pays du monde. Et on peut être sollicité évidemment par tous les clients de tous les pays du monde quand ils ont besoin d'investir en France ou au Maroc, par exemple. Donc, on a vraiment une palette de services, de compétences et d'implantation géographique grâce à ce réseau très important. Donc, vous avez qu'on a 3 grands secteurs. Vous avez tout ce qui est Amérique, tout ce qui est Asie, Pacifique et évidemment l'Europe, le Middle East et l'Afrique au milieu de tout ça. Donc, aussi bien Baker Tilly Maroc que Horatio, on fait partie de ce réseau international. Alors, quelques mots sur Horatio. Donc, vous savez qu'en France, bon, on a encore cette particularité
de la scission entre les métiers du chiffre et les métiers du droit. Donc, on a à côté de Baker Tilly Strego, hein, qui réunit tous nos consultants, experts comptables, commissaires aux comptes, auditeurs et évidemment tous les prestataires qui font partie du groupe. On a aussi dans le groupe donc notre cabinet d'avocats Horatio, qui est membre du réseau. Donc ça représente 150 professionnels, donc là-dedans 85 avocats, 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est implanté dans 11 bureaux et on continue notre implantation nationale en France, avec Paris évidemment, où nous sommes et où je suis aujourd'hui. Hein. J'ai mis la Tour Eiffel en décor pour positionner. Et on est en train également de s'implanter dans toutes les grandes villes de France. Donc on couvre tous les métiers du droit des affaires, donc évidemment fiscalité, droit des sociétés, droit social, mais aussi droit immobilier, contrat informatique, propriété intellectuelle, contentieux, tous les contrats. Et ce sont des sujets qui sont d'ailleurs à l'international très transversaux, et en particulier aussi avec les prix de transfert. Donc on est le 35e cabinet d'affaires français et ça ne fait qu'évoluer dans le bon sens. Je vais laisser la parole à Chakib qui va nous dire aussi donc quelques mots sur Baker Tilly Maroc. Merci beaucoup Corinne. Baker Tilly Maroc, c'est un cabinet que j'ai fondé en 2010, hein, donc il y a bientôt un peu plus de 10 ans maintenant. Nous sommes présents dans les deux grandes villes marocaines de Casablanca et Tanger, qui sont les deux villes qui comptent le plus d'activité économique. Nous sommes aujourd'hui 60 professionnels, avec notamment 4 experts comptables associés, dont un sur notre bureau de Tanger. Et nous générons un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros qui nous classe au Maroc qui nous classe comme étant le 8e plus gros cabinet parmi les cabinets internationaux au Maroc. Alors les lignes de service, nous avons une vocation à être un one-stop shop, donc évidemment on propose ce service de conseil fiscal, et c'est ce qui nous réunit d'ailleurs aujourd'hui, avec des services comme justement la documentation de prix de transfert, la structuration fiscale. Nous avons aussi beaucoup de contentieux, des due diligence et ainsi de suite. Nous avons également un département qui fait du conseil juridique, un département audit et conseil fiscal, et bien sûr, comme tous les cabinets de ce type de cabinet, nous avons également un département de comptabilité et déclaratif fiscal. Voilà, donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc la documentation de prix de transfert. Peut-être 2 mots sur le contexte de ce webinaire. C'est un contexte qui est marqué par cette bilatéralité entre la France et le Maroc. Donc, tous les participants seront intéressés, mais en particulier ceux qui interviennent sur le Maroc et la France, donc les groupes qui ont des structures au Maroc et en France. Et donc, dans ce cadre-là, nous présenterons les obligations dans chacun des pays avec un comparatif. Hein, vous verrez des slides qui seront divisés en 2 pour le Maroc puis la France, donc un comparatif entre les dispositions législatives et réglementaires de chacun des pays. Et c'est une question qui est d'actualité en France, en France depuis un moment déjà, et au Maroc particulièrement, puisque c'est une réglementation qui est devenue qui a été adoptée en 2019 et qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Alors, peut-être une définition pour commencer. Qu'est-ce que c'est que la documentation des prix de transfert? Donc, je vais lire cette définition. Donc, selon la définition de l'OCDE, dont on ne fait pas partie au Maroc, mais cette définition nous est quand même applicable, on le verra tout à l'heure. Donc, selon cette définition, les prix de transfert sont les prix, voilà, donc déjà c'est des prix, auxquels une entreprise transfère des biens corporels ou incorporels ou des services à d'autres entreprises associées, le terme associé est très important, localisées dans d'autres juridictions. Donc, typiquement, ça va être un transfert ou une prestation de service entre une entité marocaine et sa filiale. Alors, pas vers un tiers, mais vers sa filiale ou une autre entreprise du groupe. Donc, le mot associé est important.
le mot juridiction différente, France-Maroc, est important. Voilà, donc c'est ça, un prix, quand on parle de prix de transfert, on parle du prix appliqué à ce type de transaction. Alors pourquoi est-ce que c'est un enjeu? C'est un enjeu simplement parce que chacun des États, en l'occurrence la France ou le Maroc, va vouloir maximiser la base taxable dans son pays. Et donc lorsqu'il s'agira d'une transaction vente France-Maroc, la France aura tout intérêt à ce que le prix soit le plus élevé possible, et le Maroc aura tout intérêt à ce que le prix soit le moins élevé possible. Pour que dans chacun des cas, la France et le Maroc, chacun sera en train de défendre sa base taxable. Et donc, toute cette, je dirais, législation autour des prix de transfert vise à placer le curseur au bon endroit pour que ce soit juste et pour la France et pour le Maroc. Et là, on parle du France-Maroc, mais c'est évidemment toujours le cas lorsqu'on est sur deux pays différents. Donc l'enjeu pour les États est la protection de leur base taxable. Ensuite, les prix de transfert doivent être conformes à un prix de marché, donc c'est le arm's length principle, ou le principe de pleine concurrence. Voilà, donc c'est bien celui-là, l'objectif de la documentation des prix de transfert. Alors, le type d'opération concernée, je vais aller très vite, et on a mis plusieurs bullet points, mais en gros, c'est toute transaction, pour faire simple, je ne vois pas vraiment d'exception, toute transaction, que ce soit un commerce de biens, de services, d'opérations financières, telles que les prêts, les leasing, même les garanties peuvent entrer dans le champ d'application. Les changements dans les structures commerciales, en particulier lorsqu'ils concernent les transferts d'actifs incorporels ou corporels, mais incorporels d'autant plus parce que l'évaluation des biens incorporels est encore plus sujette à interprétation et à débat que lorsqu'il s'agit de biens corporels, pareil pour les services d'ailleurs, ou encore l'indemnisation des dommages ou des pertes et profits. Voilà, donc ça pour les opérations exceptionnelles ou les restructurations. Alors, quelles sont les manières pour un État de maquiller ou de transférer les prix de manière incorrecte? Donc là, on a 7 bullet points. Donc typiquement, on peut, pour manipuler les prix, donc ce que l'on essaie de contrôler par la documentation de prix de transfert, c'est éviter de manipuler les prix. Comment est-ce qu'on peut manipuler des prix et comment est-ce que les administrations fiscales vont vous auditer, notamment lors d'un contrôle fiscal? Elles vont essayer de vérifier que vous n'avez pas augmenté votre prix d'achat des biens et services importés ou achetés même localement. Elle va également essayer de vérifier que vous n'avez pas minimisé les prix de vente ou des biens et services exportés ou importés. Également, la pratique consistant à réduire ou augmenter les taux d'intérêt lorsqu'on est sur du prix de transfert sur des éléments financiers, sur des prêts, des leasings. On va s'assurer qu'il n'y a pas de prix excessif des redevances et de rémunération, donc les logo fees, les management fees. La couverture des frais de gestion excessifs, là aussi ce sont les management fees. L'annulation d'une dette ou d'un revenu, donc je pense notamment aux abandons de créances, qu'il y ait une clause de retour à meilleure fortune ou pas. Ce sont des opérations également qui sont regardées de près. Et de manière générale, les diverses opérations exceptionnelles, notamment lorsqu'on est dans des restructurations. Voilà, donc, je repasse la parole à Corinne et à Imen pour entrer dans les 5-6 prochains slides sur le comparatif France-Maroc. Donc, Corinne, je te repasse la parole. Ok, merci Chakib. Oui, c'est le premier point qu'il faut vérifier. Est-ce qu'on est dans le champ d'application des prix de transfert? Donc, est-ce qu'on a des flux, en fait, avec une partie liée? Donc, il faut un flux transfrontalier, comme vous l'avez compris, au sein d'un même groupe. Et encore faut-il qu'on ait une détention juridique, un lien, une dépendance juridique avec l'entreprise ou une dépendance de fait. Donc ça, l'administration fiscale, c'est ce qu'elle vérifie en premier pour pouvoir justifier ensuite de son contrôle prix de transfert avec l'article 57 du CGI. Donc, soit effectivement, vous avez une entreprise qui détient la majorité du capital de l'autre, soit vous avez deux entreprises qui sont détenues par une tierce entreprise toutes les deux, toujours avec cette notion de majorité du capital, avec également, si c'est le cas, le fait d'exercer un pouvoir de décision dans l'autre entreprise. C'est également un critère
de dépendance juridique. Donc ça, c'est assez facile à vérifier puisqu'on parle essentiellement de détention capitalistique. Le point auquel il faut faire attention, c'est la dépendance de fait, c'est-à-dire que deux entreprises sans lien capitalistique particulier ou peut-être non majoritaire vont être regardées comme étant dans le champ d'application des prix de transfert parce que on va constater une dépendance de fait économique. On va étudier des contrats, on va voir quelles sont les relations financières, économiques qui ont été mises en place entre deux structures pour dire que là, on peut avoir un transfert de bénéfices potentiels. Ça peut être le cas, par exemple, quand une société va développer un marché grâce à une entreprise dans l'autre pays, va lui verser des commissions. Finalement, on va constater que ces commissions sont disproportionnées par rapport aux interventions de l'entreprise de l'autre pays. Et donc, on va pouvoir considérer qu'il y a une forme de dépendance économique qui existe pour le déploiement du business entre ces deux sociétés. On peut aussi constater qu'une marque est utilisée par une entreprise dans un pays en dehors de toute relation contractuelle, avec par exemple le fils du patron de l'une qui est directeur financier de l'autre. N'ayant pas de relation contractuelle, ça veut dire que l'entreprise peut perdre l'usage de la marque selon le bon vouloir de celle qui la possède. Et donc, quelque part, elle est bien sous dépendance de cette entreprise étrangère. Donc ça, il y a pas mal de jurisprudence sur ce point et c'est aussi quelque chose sur lequel il faut s'interroger. Il ne suffit pas de dire « je n'ai pas de lien capitalistique, donc je ne suis pas dans les prix de transfert ». Je laisse la parole à Imen pour le côté marocain. Merci Corinne. Alors au Maroc, le Code général des impôts, l'article 213 du CGI, définit en fait les parties liées comme toute entreprise qui ont des liens de dépendance directe ou indirecte. Alors quand on parle de liens de dépendance directe, c'est assez simple, c'est lorsqu'il y a des sociétés mères avec leurs filiales ou bien lorsqu'on parle de succursales ou d'établissements stables de sociétés non résidentes. On parle aussi de dépendance indirecte lorsqu'il s'agit de sociétés sœurs ou de sociétés appartenant au même groupe qui ont éventuellement une société mère avec une détention directe ou une détention indirecte à travers des paliers. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Code général des impôts ne définit pas de manière très précise la notion de dépendance. Donc, on parle effectivement d'une entreprise qui a une part prépondérante dans le capital, donc le lien capitalistique, ou bien une majorité des droits de vote, mais on ne précise pas de pourcentage minimum de détention, contrairement à d'autres législations. Alors, dans les textes, on n'aborde pas cette notion de dépendance de fait, mais en pratique, il faut savoir que dans le cadre des contrôles fiscaux, on a eu des cas où on contrôlait des transactions lorsque elles étaient faites entre des sociétés qui avaient, par exemple, le même gérant ou le même décideur. Donc ça, c'est par rapport à la définition de partie liée au Maroc. Je te repasse la parole, Corinne, pour le reste. Alors, en fait, là, je voulais attirer votre attention sur le point de quand est-ce que je dois faire une documentation de prix de transfert. En particulier en France, on peut avoir une confusion entre finalement les seuils qui subordonnent la production d'une documentation obligatoire et finalement ce que fait l'administration fiscale en France sur, on va dire, la majorité des entreprises. J'en profite pour rappeler, si on ne l'a pas déjà dit, que les prix de transfert visent aussi bien donc les sociétés, les filiales, que les établissements également, des entreprises étrangères en France, par exemple. Donc, il faut se poser la question aussi, d'une part, est-ce que j'ai une succursale en France, un établissement stable? Ça peut être l'occasion d'ailleurs de révéler un risque d'avoir créé un établissement stable en France sans le savoir. Donc, il faut se préoccuper de ce point-là aussi. Alors, la documentation en France est obligatoire. C'est l'article L13A du LPF, comme vous le voyez, lorsque vous avez un actif brut ou un chiffre d'affaires hors taxe d'au moins 400 millions d'euros. Si vous avez une entreprise qui vous détient qui dépasse ce seuil, si vous détenez une entreprise qui dépasse ce seuil, vous êtes dans le champ de la documentation obligatoire, le master file, le local file.
c'est-à-dire donc le master file, une documentation qui est faite par la maison mère du groupe, qui va en fait décrire les flux intra-groupe, les activités de toutes les sociétés du groupe, le marché sur lequel est positionné le groupe, les données financières qui sont liées au groupe, donc c'est un document général fait par la maison mère, et ensuite la filiale dans le pays concerné doit avoir son local file. Donc là, par exemple, si on a une maison mère au Maroc et une filiale française, si on était dans le champ de cette documentation obligatoire, on aurait un master file fait par la société marocaine et un local file au minimum revu par la société française pour que ça réponde aux desiderata de l'administration fiscale française. Mais ça, ce n'est pas le plus important parce que bon, des entreprises à plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y en a, mais voilà, il y a aussi donc toutes les autres entreprises. Et on a donc en France l'article L13B qui permet à l'administration fiscale, de toute façon, au début du contrôle fiscal, de poser un certain nombre de questions en matière de prix de transfert qui sont quelque part les sujets qui sont abordés dans une documentation obligatoire. Et là, attention, vous n'avez pas de seuil de chiffre d'affaires. Nous avons aujourd'hui des contrôles fiscaux sur tout type d'entreprise, tout type d'activité, qu'elles soient déficitaires ou bénéficiaires, parce que, comme je vous l'ai rappelé en introduction, c'est la deuxième source de revenus pour l'État français après la TVA. Bon, c'est comme ça dans de nombreux pays. Donc, les prix de transfert sont un vrai enjeu de base taxable. Donc, finalement, sans avoir une obligation documentaire, vous pouvez vous retrouver au début d'un contrôle à avoir à répondre à toutes ces questions-là. Donc, l'important, c'est d'anticiper, déjà de savoir si on est dans le champ, d'identifier les flux qui peuvent être significatifs et d'anticiper un minimum de documentation pour être prêt à répondre à l'inspecteur lorsqu'il arrive. J'en profite aussi pour rappeler qu'on a une obligation annuelle de déclaration sur un formulaire 2257 SD qui vise les transactions de plus de 100 000 euros et les entreprises qui font au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette information en matière de prix de transfert pour ces entreprises-là, au-delà de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça permet aussi à l'administration fiscale d'identifier celles sur lesquelles il faut pratiquer un contrôle fiscal. Je repasse la parole à Iman pour le Maroc sur ce sujet. Merci. Alors, effectivement, au Maroc aussi, la documentation des prix de transfert est obligatoire. Récemment d'ailleurs, donc l'obligation a été introduite en 2019 pour les contrôles fiscaux qui démarrent à compter du 1er janvier 2020. Seulement, cette obligation de documentation ne concerne pas toutes les entreprises ayant justement des opérations transfrontalières avec des sociétés liées. Ça ne concerne que les entreprises ayant de liens de dépendance avec des entreprises liées et qui réalisent des prestations ou des transactions avec ces entreprises. Il faut aussi que ces entreprises-là aient un minimum de taille. Donc, en termes de chiffre d'affaires, il faut que ce dernier soit supérieur à 50 millions de dirhams, ou bien il faut que leur actif brut soit supérieur à 50 millions de dirhams. Donc, ce qui est l'équivalent plus ou moins de 5 millions d'euros. On est un petit peu bien en deçà des seuils qui sont définis par la législation française, mais ne vous étonnez pas, certaines entreprises s'estiment ne pas être concernées par cette documentation parce que des fois, c'est uniquement le critère du chiffre d'affaires qui leur vient à l'esprit, mais faites attention, même le total actif compte aussi pour savoir si on est éligible ou pas à l'obligation de produire cette documentation. Aussi, comme en France, il faut savoir que l'administration fiscale a un droit d'appréciation par rapport à nos prix de transfert, même si on n'est pas tenu par l'obligation de produire la documentation. Donc, faites attention, lors d'un contrôle fiscal, les entreprises doivent être en mesure de justifier leur politique de prix de transfert. Il faut justifier la méthode qu'on a choisie et aussi, il faut surtout justifier la normalité de la rémunération qui a été pratiquée par rapport aux conditions de marché.
Il faut savoir aussi que la documentation de prix de transfert n'est communiquée que dans le cadre d'un contrôle fiscal. Au Maroc, on n'a pas l'obligation de la communiquer spontanément dans le cadre, par exemple, de la déclaration annuelle du résultat fiscal. Donc, cette obligation n'est pas en vigueur au Maroc, comme c'est le cas en France. Donc, je te repasse la parole, Corinne, pour le reste. Alors, en fait, donc, au moment du contrôle fiscal, comment ça se passe en fonction de la configuration de l'entreprise? Donc, si vous êtes dans l'obligation documentaire, donc je rappelle, hein, plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires ou d'actifs bruts au niveau de la société, ou la société qui nous détient, ou une société que l'on détient, il faut que cette documentation obligatoire soit à disposition dès que l'avis de vérification est envoyé. C'est quelque chose qui, comme c'est obligatoire, doit être à disposition. Si ce n'est pas à disposition, l'administration va faire une mise en demeure de produire dans un délai de 30 jours et on peut demander une prorogation. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui doit être prêt. Si on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce seuil de 400 millions d'euros, et indépendamment de toute façon de la déclaration annuelle 2257 pour celles qui ont plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et là c'est un imprimé spécifique, c'est pas une documentation Word rédigée, hein, c'est un imprimé, on remplit des cases, eh bien on peut avoir donc des questions par l'administration fiscale quand elle démarre le contrôle. On a en général 2 mois, voire 3 pour préparer les réponses. Si l'entreprise ne réagit pas, elle aura aussi une mise en demeure de produire des réponses dans un délai de 30 jours. C'est là où c'est dangereux, puisqu'il n'y a pas d'obligation documentaire pour toutes celles en dessous de 400 millions d'euros. En revanche, c'est un sujet de contrôle fiscal pour toutes les entreprises, comme je l'ai dit, quelle que soit leur activité et leur taille et leur situation déficitaire ou non. Donc, si vous n'êtes pas prêt, 2 mois, voire 3, pour monter une documentation qui permet de répondre à toutes les questions de l'administration, la nature des transactions, le marché, comment les prix sont calculés, pourquoi la politique a été choisie comme ça, les relations avec la maison mère, etc. Je vous garantis par expérience que c'est un délai qui passe très très vite et qui est très court. Donc, on incite effectivement les entreprises concernées par des flux internationaux à préparer tout cela, et c'est l'occasion d'ailleurs de faire un audit de ce qui se passe, est-ce qu'il y a des ajustements de fin d'année, et d'éventuellement apporter des correctifs sur les pratiques de l'entreprise pour être vraiment prêt quand l'inspecteur va arriver. À vous, Iman. Alors, pareil, au Maroc, la documentation des prix de transfert n'est communiquée que dans le cadre d'un contrôle fiscal. On est tenu de la présenter à l'inspecteur fiscal en début de la vérification. Si l'entreprise n'est pas en mesure de produire cette documentation, l'inspecteur peut l'inviter à le faire dans un délai uniquement de 30 jours, qui est un délai assez court, comme en France d'ailleurs. Maintenant, il y a aussi une chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas présenter cette documentation des prix de transfert pour la première fois devant la commission locale ou la commission nationale de recours fiscal. Comme en France aussi, même si on n'est pas tenu de produire la documentation des prix de transfert, l'inspecteur peut demander tout type d'informations concernant les transactions transfrontalières avec des entreprises liées. Donc, notamment la nature des relations avec les sociétés liées, la nature des services ou des biens qui sont vendus, aussi la méthode choisie, le régime fiscal des entreprises liées. Donc, on doit être en mesure de répondre à toutes ces requêtes qui sont faites pour l'ensemble des entreprises et pas seulement celles qui ont l'obligation de produire la documentation des prix de transfert. Il faut savoir aussi que des fois, l'entreprise qui est en défaut et qui n'arrive pas à produire ces informations, on essaie, quand bien même au cours du contrôle fiscal, de produire ces informations, mais on se retrouve des fois surpris de voir que l'entreprise est vraiment décalée par rapport à la réalité du marché. D'où l'intérêt d'anticiper avant tout contrôle fiscal et de préparer en amont cette documentation, ne serait-ce qu'en ayant une idée sur nos comparables, parce que des fois, on se dit que oui, on est bien par rapport à la pratique du marché, mais quand on se compare à des entreprises similaires, on se retrouve un petit peu décalé.
Donc, c'est ce qui est prévu par la législation marocaine. Je te repasse la parole, Corinne. Alors, rapidement, les pénalités et les enjeux de ces questions, documentation obligatoire ou non. Sur le support, vous avez un détail des différentes pénalités, majorations, intérêts de retard que l'on peut trouver selon qu'on est dans le cas d'une documentation obligatoire ou non. Ceux qui souhaiteront avoir le support pourront d'ailleurs, je crois, nous contacter pour qu'on leur envoie, sachant qu'on doit avoir les adresses mail de par les inscriptions au webinar. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'avoir ce détail. Ce qui est surtout important ici à relever, c'est qu'au-delà donc des pénalités et des majorations et des intérêts de retard, il faut préciser que l'enjeu du redressement prix de transfert, c'est la réintégration évidemment dans le résultat fiscal de la société française de tout ce qui aura été considéré comme un revenu transféré à l'étranger. Donc ça va rectifier le résultat fiscal. Attention, ne pas oublier qu'un impact peut être donc la perte de déficit reportable et pas seulement le fait d'avoir à payer un impôt. On a évidemment les intérêts de retard. Les majorations peuvent être augmentées à 40% en cas de mauvaise foi, 80% en cas de manœuvre frauduleuse. Donc, c'est une pratique quand même relativement courante de l'administration fiscale française qui s'en sert un petit peu aussi comme outil pour amener l'entreprise à discuter, voire à négocier sur son contrôle. Bon, je peux vous dire par expérience aussi que la jurisprudence sur les prix de transfert n'est pas très importante, à part sur la question de la charge de la preuve et certains sujets précis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises négocient et discutent du sort des prix de transfert et des rectifications avant que ça aille au contentieux, parce qu'effectivement, on a un impact sur les exercices vérifiés, mais aussi on a forcément un impact sur les exercices à venir. Donc, il faut corriger tout ça et on essaye de se mettre finalement d'accord avec l'administration fiscale pour gérer tout ça de la meilleure manière possible et dans un coût qui restera acceptable pour les deux parties en présence. On a évidemment, en fonction des conventions fiscales applicables entre les pays, des problématiques du coût de retenue à la source sur revenus réputés distribués. Ça peut être un coût majeur dans la rectification proposée. On a un impact aussi sur le calcul de la CVAE. Bon, ça, c'est souvent un peu moins important. Donc, au-delà des majorations pour omission, des amendes, etc., voilà le véritable effet d'un contrôle prix de transfert. Et je repasse la parole à Imani. Alors, au Maroc, toute entreprise qui ne communique pas la documentation des prix de transfert durant la vérification de sa comptabilité est passible d'une amende de 0,5% applicable sur le montant des transactions intra-groupe avec un minimum de 200 000 dirhams, soit 20 000 € par exercice. Mais comme a dit Corinne, là n'est pas la plus grande problématique parce que la plus grande partie des redressements qui seront issus de ce contrôle fiscal provient des redressements sur les prix de transfert qui auront un impact en matière d'IS, donc les redressements IS avec aussi des majorations qui peuvent aller jusqu'à 50%. On a aussi un impact sur la retenue à la source, sur ce qu'on appelle au Maroc des distributions occultes, donc aussi avec des majorations qui peuvent dépasser les 50%. Donc, c'est là réellement le risque fiscal le plus important qui peut découler des prix de transfert. Je te repasse la parole, Corinne. Alors maintenant, un point assez bref finalement, parce que le sujet est assez vaste et complexe, mais sur les méthodes, les politiques de prix de transfert. Donc, l'OCDE a préconisé un certain nombre de méthodes. Je rappelle au passage que, et c'est pareil au Maroc, je suppose, en France, on a un article 57 dans le Code général des impôts français. Donc, le contrôle de prix de transfert, c'est quand même d'abord et avant tout du droit français, c'est de la fiscalité française. Évidemment, les praticiens, l'administration fiscale s'inspirent des principes OCDE, les appliquent, regardent les méthodes pour évidemment trouver le prix de pleine concurrence. Maintenant, les principes OCDE ne sont pas dans le droit français. L'article 57 a son propre
son propre dispositif, ses règles de charge de la preuve. Ceci étant dit, on a effectivement 5 méthodes. D'expérience, c'est vrai que la méthode transactionnelle de la marge nette est la plus couramment utilisée. Pourquoi aussi? Parce que la méthode DITCUP nécessite donc la recherche de comparables avec un niveau de comparabilité très élevé. Donc, il faut trouver des entreprises similaires qui ont des transactions similaires sur des domaines d'activité similaires. Il faut faire des retraitements pour justement obtenir cette similitude. Donc, la comparabilité est un lourd travail. Maintenant, pour certaines prestations de services, pour certaines activités, c'est forcément, et quand on le peut, la méthode du comparable qui est utilisée parce que ça permet vraiment, a priori, de se caler sur ce qui se fait sur le marché de pleine concurrence. Un dernier point, le profit split, par exemple. Ça, c'est une méthode que l'administration fiscale n'aime pas parce qu'en fait, on répartit, compte tenu de l'imbrication des structures, on répartit en fait le résultat entre les deux entreprises suivant des clés de répartition qu'on définit. Mais j'ai quand même un dossier actuellement où, compte tenu du contexte, du marché, de la façon de fonctionner entre la société américaine et la société française, effectivement, il n'y a pas d'autre moyen que le profit split pour déterminer donc les prix de transfert entre les deux sociétés. Et là, on peut le justifier. Ce que vous devez retenir sur les méthodes, c'est que, encore une fois, ce sont des méthodes préconisées. L'administration fiscale ne peut pas rejeter une méthode que l'entreprise aurait choisie, même si elle n'est pas dans la liste des 5, à partir du moment où elle est justifiée, expliquée. Donc, tout l'enjeu des prix de transfert, c'est pour ça que le travail au préalable est très important. Tout l'enjeu des prix de transfert, c'est finalement de pouvoir expliquer, justifier correctement de la politique de prix qu'on a choisie, pourquoi on fait ce calcul, les clés de répartition, comment elles ont été définies et comment elles sont justifiées. Donc, ne pas se fermer uniquement aux 5 méthodes. Il est clair que quand vous appliquez une méthode qui n'est pas dans les 5, il y aura un petit peu plus de discussion avec l'administration fiscale que si vous appliquez tout simplement la méthode préconisée par l'OCDE. Iman, c'est à vous. Alors, au Maroc, au préalable, il est important de savoir que le dispositif légal marocain ne prévoit pas de dispositif quant au choix de la méthode. Donc, on n'a pas encore de texte légal en interne qui préconise une méthode ou une autre. On n'est pas aussi membre de l'OCDE, mais on a adhéré à la Convention d'assistance administrative en avril 2019 qui permet à l'administration fiscale marocaine de communiquer des données sur les contribuables avec d'autres administrations fiscales. On a aussi signé l'accord multilatéral du BEPS. Donc, suite à cela, il y a eu quand même une acceptation de la part de l'administration fiscale des 5 méthodes qui sont préconisées par l'OCDE, à la condition tout de même que la méthode choisie soit dûment justifiée. Donc, la justification de la méthode choisie revêt une importance cruciale. Et je te repasse la parole pour le reste. Alors, pour choisir la bonne méthode de prix de transfert, on va essayer de résumer un petit peu les étapes du travail qui doit être fait ensemble. Il faut de toute façon faire l'analyse fonctionnelle, qui est la phase essentielle, primordiale. Donc, en fait, ça suppose que l'on connaisse parfaitement le marché sur lequel intervient l'entreprise avec laquelle on fait ce travail, repositionner dans son contexte mondial si besoin, évidemment, avec les aspects concurrence, les aspects impact de la crise sanitaire, etc. On doit analyser évidemment les activités avec les autres sociétés du groupe. Donc là, on place effectivement l'entreprise avec laquelle on travaille dans son groupe. Tout ça pour avoir une vision extrêmement précise de l'activité et des fonctions qui sont dans l'entreprise française, par exemple, que l'on est en train d'étudier, avoir une vision précise de tous les actifs dont elle est propriétaire et de tous les risques qu'elle supporte. Est-ce qu'elle porte les risques de marché? Est-ce qu'elle porte les risques d'impayés? Est-ce que dans ces actifs, c'est elle qui porte
les incorporelle? Est-ce qu'elle est propriétaire de marque? Est-ce qu'elle a de la R&D, recherche et développement chez elle? Est-ce que les dirigeants, les décisionnaires financiers sont chez elle ou sont ailleurs? Est-ce que c'est une société de production? Est-ce que c'est une société de distribution? Est-ce que c'est mixte en termes d'activité? Ça, c'est l'analyse fonctionnelle qui suppose au préalable évidemment la cartographie de tous les flux que cette société va avoir avec les sociétés étrangères du groupe. Ça veut dire quoi? Comme l'a dit Chakib en tout début, dans les enjeux, on vise tous les flux. Donc, elle peut avoir un flux financier avec sa mère parce qu'elle lui verse des intérêts, la mère lui ayant prêté de l'argent d'une certaine manière. Elle peut avoir un flux d'achat de produits ou de matières premières avec une société du groupe. Elle peut aussi avoir un flux de vente avec une société du groupe. Il peut y avoir des prestations de services. Donc, bon, tout ça, on va le cartographier, on va l'analyser et on va comprendre où sont les risques, où sont les pouvoirs de décision. C'est ça qui va permettre de définir ensuite une politique de prix de transfert pour savoir finalement, si on part du prix final au consommateur final, quelle est la marge qui doit rester dans cette entreprise, ou si on parle de prestation de service, est-ce que c'est un cost plus, donc je prends les coûts de revient des services et puis je rajoute un pourcentage de marge, etc. Donc, on est en phase 2, c'est le choix de la méthode, une traditionnelle, une transactionnelle, en fonction de l'activité, en fonction des risques, en fonction de tout ce qu'on vient d'étudier. Et de toute façon, en phase 3, on a un minimum d'analyse économique pour aller chercher donc sur le marché de pleine concurrence des comparables. Alors, par exemple, pour des prestations de services qu'on appelle à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire la mère rend des services administratifs, comptables, etc. à sa fille, l'OCDE a dit, là, on ne va pas vous obliger à aller chercher des comparables, on va considérer que si vous mettez un taux de marge sur un cost plus pour ce type de service entre 3 et 6%, on va considérer que c'est un taux normal. Bon, et pour tout le reste, on va essayer quand même donc de voir si on se situe dans un marché de pleine concurrence par rapport à ce qu'on a décidé de faire. On utilise des bases de données qui sont effectivement des abonnements pour essayer de trouver le maximum d'informations et on travaille avec des économistes en général pour cette phase avec nous puisque c'est vraiment leur métier que d'identifier les comparables et de les rendre comparables à l'entreprise qu'on est en train d'étudier. Donc cette phase-là est vraiment à faire, que vous soyez dans une documentation obligatoire ou si vous voulez anticiper un contrôle fiscal, en fait, c'est le travail qui sera fait pour pouvoir avoir un minimum de documentation et comme on le disait avec Iman, la justification de la politique de prix de transfert que l'on a décidé d'appliquer. Alors, ensuite, on a incorporé dans le document une brève synthèse de ce qu'on doit retrouver du coup dans un master file ou dans un local file, sachant qu'ici, ce sont des indications qui pourraient toucher une documentation obligatoire, mais comme on l'a dit aussi, les questions sont les mêmes, même si vous avez moins de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires ou d'actifs bruts. Donc, dans le local file, on va décrire toute la structure organisationnelle du groupe, le marché, tous les accords interentreprises qui peuvent exister. On va évidemment faire un résumé des analyses fonctionnelles des différentes entités du groupe. On va lister les opérations exceptionnelles qu'il y a pu y avoir. Alors, juste un focus pour vous dire que dans tous les flux qu'on étudie, on étudie aussi les flux qui n'existent pas. C'est-à-dire que c'est l'occasion, quand on fait ce travail de prix de transfert, de se rendre compte que l'entreprise n'a pas finalement de signer de contrat pour telle prestation de service ou telle marque qu'elle utilise. Donc, on voit que les contrats existent ou n'existent pas. Ou alors, on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, qu'une entreprise va utiliser une marque ou bénéficie d'un service, mais finalement, il n'y a pas de paiement de prix dans un sens ou dans un autre. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne constate pas le flux dans la comptabilité, dans les échanges, qu'en fait, il n'y a pas une problématique de prix de transfert. Donc, premier point. Deuxième point, et là, on y vient aussi avec les actifs incorporels qu'on doit décrire dans cette documentation. Tout ce qui est transfert de services de recherche et développement, par exemple, d'une société à une autre, c'est
une problématique de prix de transfert. Si vous cédez une partie de votre fonds de commerce à une entreprise du groupe, c'est une problématique de prix de transfert. Si, voilà, toutes les relocalisations, opérations exceptionnelles, comme on l'a dit, il faudra que ce soit documenté dans le master file et ensuite détaillé dans le local file. Donc, le local file, c'est un petit peu plus axé donc, sur la filiale concernée. Donc, par exemple, si vous avez une entité en France, on va regarder les concurrents en France, la stratégie commerciale qu'elle poursuit. On va lister plus particulièrement les transactions contrôlées qu'on va étudier. En général, ce qui est en dessous de 100 000 euros, on ne le fait pas. On va déployer toutes les informations financières aussi de la société. Donc ça, si vous avez besoin de plus d'informations, c'est dans le support et on peut effectivement donner des documents qui détaillent un petit peu plus chaque rubrique. Voilà, je pense qu'il est temps de passer aux questions. On est pile dans le timing, donc vous pouvez poser des questions au sein de la conversation, je crois, et puis on va les lire et vous y répondre. Je ne sais pas si Sophie, c'est toi qui vois les questions. Non, enfin oui, je vois les questions, bonjour à tous, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Pas de questions. Il y a une petite question à mon niveau. Bonjour, ce délai de 30 jours prolonge-t-il la durée légale de contrôle? Oui, pour le Maroc, la durée de 3 ou 6 mois, dépendamment du seuil de chiffre d'affaires, n'est pas du tout prolongée par ce délai de 30 jours. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la France, Corinne. Alors, c'est pareil. Ça ne prolonge pas le délai de contrôle. En revanche, une petite précision quand même, c'est qu'on peut avoir un délai de contrôle plus long parce qu'en fait, dans le cadre du contrôle des prix de transfert, vous savez que, par exemple, l'administration française peut interroger l'administration fiscale de l'autre pays. Alors, tout dépend de la convention, tout dépend des accords signés, mais pour avoir des informations, du coup, sur la société mère et pour vérifier ce que raconte l'entreprise française. Et ça prolonge en revanche la durée de contrôle. Mais c'est mis en œuvre dans une procédure spécifique qui le permet. Donc, il faut qu'il y ait des demandes qui soient faites. Il faut que la société française soit prévenue que l'administration française fait cette démarche vis-à-vis de l'administration étrangère, que le contrôle sera donc prolongé, etc. Mais ce n'est pas le délai de 30 jours qui prolonge le contrôle, non. Pareil aussi au Maroc, le fait que l'administration fiscale marocaine soit amenée à demander des informations à d'autres administrations, pour le faire, elle peut envoyer une mise en demeure aux contribuables marocains. Et là, ça interrompt justement le délai qui court pour compter le délai de 3 ou 6 mois de vérification de comptabilité. Alors, c'est la seule question qui a été postée. Moi, j'en ai une autre sur ma conversation. Je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas toutes. Alors, moi, je ne vois rien sur ma conversation. Hein. Apparemment, je n'ai pas de… Je ne sais pas. Alors, moi, on me pose la question de savoir s'il y a quand même un risque, hein, si je comprends bien la question, sur les prix de transfert entre deux sociétés qui sont dans le même pays. Ah non. Alors, je pense qu'en France, effectivement, non. Au Maroc, on n'a pas la notion d'intégration fiscale. Et donc, le prix de transfert entre deux sociétés marocaines, cette question peut se poser. Pourquoi? Parce que certaines sociétés peuvent alors, supposons qu'on a un groupe purement marocain, parce que c'est ça la question qui est posée, et que deux sociétés de ce groupe se vendent des services. Il se peut qu'il y en ait une qui soit structurellement déficitaire et une autre structurellement bénéficiaire. Et donc, on pourrait être tenté pour rééquilibrer les bénéfices statutaires de transférer de la marge de celle qui est très bénéficiaire vers celle qui est très déficitaire, pour pouvoir justement réduire l'impôt de celle qui est bénéficiaire et en payer qu'un petit peu chez celle qui est déficitaire. Donc la réponse est oui, on pourrait avoir ce risque
si la structure qui est très bénéficiaire sous-facture sa filiale qui est structurellement déficitaire. On a déjà vu des choses pareilles, mais j'avoue que ça reste quand même moins fréquent que lorsqu'on est sur des transactions internationales, parce que là, lorsqu'on est sur des transactions internationales, c'est systématiquement revu. Et il n'est même pas question, enfin, je n'ai jamais vu sur les 300 contrôles fiscaux auxquels j'ai dû assister, je n'ai jamais vu de contrôle fiscal où on ne parle pas de documentation de prix de transfert dès qu'on est dans un groupe, dans des transactions internationales. Là, vraiment, c'est la source numéro 1, je dirais, de redressement dans les contrôles fiscaux. Alors pour la France, c'est très différent, si jamais ça intéresse certains qui nous écoutent, mais non, en France, les prix de transfert ne peuvent concerner que les relations avec un pays étranger. En revanche, évidemment, en droit fiscal français, on a la notion d'acte anormal de gestion, qui en fait est similaire, hein, c'est-à-dire est-ce que finalement le prix pratiqué entre les deux sociétés françaises pour tel service ou tel produit est normal ou pas. Donc la charge de la preuve peut différer, mais on a effectivement dans notre dispositif quelque chose qui est similaire et qui s'applique entre les sociétés françaises. Alors l'intégration fiscale, c'est pas qu'elle joue là-dessus, c'est qu'en fait, en intégration fiscale, on n'exige pas forcément qu'il y ait une marge entre sociétés intégrées. Donc ça, on va dire que ça limite peut-être le champ d'action des redressements. Mais en tout état de cause, entre sociétés françaises, on a l'acte anormal de gestion. Et donc la notion de prix normal et de pleine concurrence. Voilà. Alors j'ai une autre question. Pouvez-vous donner des précisions sur le seuil de 100 000 euros? Faut-il raisonner par catégorie de nature d'opération ou le seuil s'applique-t-il pour chaque opération? Est-ce qu'on va agréger? Oui. Voilà. Ouais. C'est pour la déclaration 2257, ça je pense, de toute façon. Donc pour les entreprises qui ont plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on leur demande de ne donner des informations que sur les transactions de plus de 100 000 euros. Donc en principe, c'est transaction par transaction, opération par opération. Et c'est vrai que dans les documentations, en général, on retient aussi ce seuil en disant que ce qui est en dessous de 100 000 euros n'est pas forcément significatif. Donc c'est flux par flux. Ok. Au Maroc, on n'a pas ce seuil, Imana, n'est-ce pas? Non. Il n'y a pas de seuil. Alors, si vous avez des flux de même nature sur un exercice, c'est peut-être ça la question, effectivement, on va quand même les cumuler pour savoir si oui ou non, si c'est bien des flux identiques de même nature. Si vous achetez 15 fois dans l'exercice le même produit à la même société, on va donc cumuler les opérations qui sont faites dans ce cadre-là pour voir si on est au-dessus ou en deçà de ce seuil de 100 000 euros. Il y a une question aussi, lien entre prix de transfert et convention fiscale entre le Maroc et la France. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'il y a un mécanisme au niveau de la convention qui permet, dans le cas où une société liée, par exemple une société marocaine, se retrouve dans le cadre d'un contrôle fiscal, être vérifiée sur ses prix de transfert et être redressée sur ses prix de transfert. Donc, il y a un mécanisme qui permet à la société française, à la société mère éventuellement, de corriger cela au niveau de ses déclarations fiscales. Bien sûr, je crois que c'est un mécanisme où les deux administrations fiscales doivent collaborer. J'imagine que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Oui, c'est assez compliqué et assez long. C'est vrai qu'en pratique, moi, je ne l'ai jamais vu. Enfin, non, j'ai jamais vu parce que c'est pour les retenues à la source, c'est un petit peu plus facile à rectifier. Mais oui, c'est compliqué parce que c'est une procédure spécifique. Ça ne découle pas directement d'une clause de la convention fiscale. Hein. Il faut mettre en œuvre des demandes spécifiques. Donc, c'est long et compliqué. Mais ça existe. Ça permet normalement de neutraliser les doubles impositions, du coup, avec lesquelles on peut se retrouver, avec une imposition chez la mère et une imposition chez la fille de la même chose. Moi, je ne vois plus de questions. Il y a encore 5 minutes, hein, possible, avant que
Donc, je ne sais pas si... s'il y a encore des sujets... Bon, de toute façon, le message qu'on a voulu faire passer, c'est un petit peu... J'ai une autre question. Elle a disparu. Peut-être qu'elle est passée en publié. Au Maroc, l'équipe d'inspection peut-elle demander la documentation relative au prix de transfert, même en l'absence des conditions cumulatives précitées, revenus, actifs bruts, etc. Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Chakib, tu en connais déjà une? Oui, en effet, en effet. Après, on a le droit de dire non, hein. On a le droit de dire non, on n'est pas soumis à l'obligation, mais c'est pas très, je dirais, c'est pas annonciateur de très bonne négociation, de refuser à l'administration fiscale ce genre de demande. Donc oui, ça peut exister. Après, elles ne seront peut-être pas aussi complètes et fournies que dans une documentation de prix de transfert obligatoire. Mais évidemment, on posera des questions et on nous demandera de documenter. Et là, en l'occurrence, le cas dont Imen parle, on nous a demandé un comparatif, un benchmark pour s'assurer que le taux de marge qu'on utilisait était conforme à celui du marché. Donc oui, tout à fait. On peut nous demander de justifier les prix de transfert par écrit et de faire tout le travail qu'on vous a décrit avec Iman et Corinne. Oui. Je crois qu'on a perdu Iman au passage. Il y avait peut-être un problème de connexion, parce qu'elle a disparu de mon... Je vais la réinviter, mais de toute façon, je pense que... Donc, il n'y a plus de questions. En tout cas, on a été ravis de partager ce moment avec ceux qui sont connectés. Donc, on ne vous voit pas et on ne sait pas... voilà, Iman est revenue. Mon PC a décidé de redémarrer. D'accord. Donc, voilà, n'hésitez pas à demander le support si vous le souhaitez, on vous le transmettra. Vous pourrez aussi, je pense, accéder à la vidéo et l'enregistrement du webinaire. Donc, si vous voulez réécouter des choses, et puis on est à votre disposition pour travailler avec vous, donc en équipe, hein, avec Chakib, Iman et moi-même et nos collaborateurs ici sur ce sujet qui permet en général de faire un bon bilan des questions fiscales finalement qui touchent les entreprises concernées. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, à bientôt pour d'autres sujets. Merci à tous. Merci Corinne et Iman. Merci. Merci Iman. À bientôt. Au revoir. Sophie? Sophie? Je te laisse arrêter la diffusion? Oui, je clôture. Et tu restes en ligne? On se rappelle à côté, oui. Ah, d'accord, il faut qu'on sorte de la réunion. Oui. D'accord, très bien. À tout de suite. On se rappelle tout de suite.